patienter quelques instants. Ah voilà, Julien Perry s'est connecté, super. Bon. Bon, il reste encore une dizaine de personnes dans la salle d'attente, donc on va pouvoir commencer, comme ça on commencera à l'heure. On est donc parti. Eh bien, j'ai le plaisir d'animer cette session. On va faire ça à deux avec Marie Langlois-Berthelot, que vous connaissez, qui nous relaiera les questions, donc c'est très important. Comme pour les premiers ateliers, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Vous le faites à partir de l'onglet qui est en bas de l'écran, l'onglet Converser. Donc, vous cliquez dessus, vous envoyez à tout le monde ou à Marie en privé, si vous le souhaitez, c'est possible, une question et Marie donc la relaiera oralement. Bien, j'accueille donc deux intervenants, diplômés de l'école de commerce de Cesson-Sévigné à Rennes. Hugues Julien, vous avez débuté votre carrière professionnelle chez Stradal en qualité de responsable de secteur. Après 5 ans chez Marlux en qualité de chef de marché et bâtiment responsable de l'innovation, c'était un retour chez Stradal en 2009 pour occuper les fonctions innovation, infiltration, collecte et aujourd'hui traitement des eaux en qualité de chef de marché. Hugues Julien, bonjour. Bonjour. Merci donc de participer à cette première édition des Matinales de l'eau. Nous avons donc un deuxième intervenant à vos côtés, Julien Perry, diplômé de l'ENGES. Vous avez débuté votre carrière chez Nidaplast. Vous avez participé à l'ouverture de Franquiche en 2010 et 5 autres salariés y ont participé également. Vous avez permis les premières certifications des systèmes alvéolaires. Vous avez ensuite rejoint Hydro International en 2016 pour monter la structure France-Suisse dans le domaine plus spécifique du traitement, pré-traitement et contrôle des eaux usées ainsi que du pluvial. Vous avez participé au Memento 2017 de l'ASTE, au guide des structures alvéolaires de l'IFSTA, et vous êtes membre AFNOR depuis quelques années pour travailler notamment sur la norme traitement P16E GE7. Julien Perry, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, je vais vous laisser la main pour donc diffuser. Vous avez un support de présentation qui va vous servir donc à illustrer vos propos. Donc, vous allez pouvoir partager votre écran. Yep. Tu le mets, Julien? Alors, si tu l'as sous la main. Je l'ai sous la main. Hop. Alors, je vous rappelle, hein, je vous ai dit que vous aviez l'outil Converser. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, en bas, au milieu de l'écran, il y a un petit 1 qui s'est affiché, ou même plusieurs numéros si vous n'avez pas lu ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc, c'est Marie Langlois-Berthelot qui vous écrit et elle vous dit que c'est ici pour poser vos questions. Alors, Hugues Julien, Julien Perry, est-ce que nous sommes… Est-ce que c'est OK de votre côté? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je cherche à partager. Donc, vous avez en bas de l'écran dans Zoom oui. un icône vert qui s'appelle « Partager l'écran ». Voilà, très bien. OK. Voilà, et vous choisissez donc la présentation. C'est parfait. Et vous me dites quand vous la voyez. C'est parfait. Voilà. Alors, nous sommes en affichage animateur. Vous pouvez aller dans Paramètres d'affichage en haut de l'écran. Oui. Est-ce que vous voyez donc Paramètres d'affichage? Si vous avez deux écrans, en fait, ça peut être le souci. Je vais prendre le contrôle si vous le souhaitez sur votre ordinateur.
Voilà. Hop, je vous demande le contrôle. OK. Ah bah oui, c'était juste. On va faire comme Sous mes ça. yeux. Et puis, on va basculer. Et logiquement, ça devrait être bon. Voilà, je vous cède le contrôle. C'est à vous. Parfait, merci. Donc, Et- bonjour à Hugues, je t'en tous. prie. Donc, le but de la session, là, c'est de faire un peu un retour d'expérience sur ce qu'on a pu voir lors de nos rendez-vous dans les collectivités locales concernant la gestion des eaux. On a vu qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur le millefeuille législatif. Donc, on va parler un peu des obligations. On va parler aussi de ce qui se fait beaucoup, ce qui se fait bien, ce qui se fait un peu moins bien. Et le but, ça va être dans la jungle un peu de vous aider à comprendre et à bien faire. Voilà le but un peu en 3/4 d'heure. Julien. Une petite seconde de décalage. Est-ce que ça s'est affiché? Donc, déjà, on va commencer par définir un peu quelles sont les pollutions en place. C'est-à-dire que quand on parle d'eau de ruissellement, on fait souvent, on oublie de faire la distinction avec les eaux pluviales. En fait, il y a juste au niveau réglementaire une petite différence. Les eaux pluviales, c'est que l'eau traverse l'atmosphère et touche le sol. Et ça, c'est l'eau pluviale. À ce moment-là, ici s'arrête cette appellation eau pluviale. C'est-à-dire qu'elle se charge des polluants atmosphériques, mais pas forcément des polluants de voirie. Et après, donc, ça devient de l'eau de ruissellement. Donc, cette eau qui est d'abord de l'eau pluviale et après de l'eau de ruissellement. Donc forcément, la charge en polluants n'est pas la même. Et là, Julien, tu peux peut-être expliquer le schéma qu'on a sous les yeux. Alors, c'est un schéma un peu complexe, mais qui a pour objectif de présenter une vue d'ensemble. Euh, Qu'est-ce que c'est que la pollution et surtout dans le domaine du ruissellement. Et là-dessus, Hugues insiste, puisque d'un point de vue normatif, les eaux pluviales correspondent à une définition d'eau météoritique, ce qu'a expliqué Hugues, donc c'est l'eau qui tombe du ciel, qui peut éventuellement se charger en pollution atmosphérique, mais surtout ce qui nous intéresse essentiellement, c'est les éléments liés au ruissellement, en particulier le ruissellement urbain. Quelles sont les sources de pollution? On retrouve deux grands axes qui sont figurés dans les encarts bleus. Donc d'un côté les apports atmosphériques et de l'autre les apports endogènes. Bon, les apports atmosphériques, pour faire très simple, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est conscient de ce que c'est que la pollution atmosphérique. On a de plus en plus d'épisodes liés au réchauffement climatique ou autres de pollution atmosphérique. Et bien cette pollution atmosphérique va dans l'air, mais nous sommes sur Terre et finalement par gravité elle retombe toujours. Donc cette pollution atmosphérique qui est mauvaise dans l'air va finalement retomber au sol et va être une source d'entrants, de choses qui sont toxiques. On va voir dans le détail après quels sont ces éléments. Il y a ensuite ce qu'on appelle les apports endogènes. Donc les apports endogènes, c'est tout ce qui est amené par d'autres entrants. On a des sources naturelles, bon, ce sont tout ce qui va être débris végétaux, biologiques entre autres. Très connu aussi, très simple, les activités industrielles, donc les dispersions chimiques. On a eu des exemples malheureusement récemment encore de pollution industrielle. Les chantiers, même un chantier de voirie peut générer une forme de pollution, si ce n'est sur les matières granulaires ou les sables. Le plus important sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est vraiment le trafic automobile. On a eu pendant très longtemps des éléments sur le risque accident. Ces choses-là maintenant sont bien maîtrisées. On connaît les limites et intérêts de faire de la gestion du risque accident. Mais on se rend compte qu'on a énormément de choses qui viennent de pollution dite chronique. Ces pollutions chroniques, ce sont des petits polluants qui viennent au fur et à mesure et qui, à chaque petit épisode pluvial, vont petit à petit s'accumuler dans les sols, dans les éléments ou dans le milieu naturel. Là, la liste est longue, hein, puisque ça va depuis les pneumatiques de voiture, qui sont un déchet. Tout le monde change ses pneus plus ou moins régulièrement. Et ben, c'est
pneumatiques qui restent sur la route. Ils ne vont pas s'évaporer, ils vont rester, ils vont être ruisselés. Et il y a plein d'autres choses, telles que les plaquettes de frein, tous les consommables qu'on utilise sur une voiture, qui vont générer des métaux lourds, des frottements d'acier, des frottements de plastique. Et nous avons aussi tout ce qui va être post-combustion issu des moteurs à combustion. Mais il y a aussi des éléments qui sont non anecdotiques. Les glissières de sécurité en zinc subissent des phénomènes chimiques, d'oxydoréduction, le soleil, l'oxygène, et vont perdre des petites particules. Donc même les glissières de zinc peuvent être un apport endogène de polluants, en particulier de métaux lourds. Et puis ensuite, on va revenir sur des choses d'entretien de surface. Alors, il y en a de moins en moins, heureusement, mais les pesticides en faisaient partie. Les collectivités ont fait beaucoup d'efforts pour réduire la part de pesticides. Le chauffage, évidemment, par combustion. Le relargage des matériaux. Alors oui, c'est paradoxal, mais le bitume de la voirie va aussi réagir, encore une fois, avec des phénomènes chimiques, on ne rentre pas dans le détail, mais d'oxydoréduction, et transformer le bitume, qui est un hydrocarbure, en plus petites particules qui vont naturellement s'échapper et aller dans le milieu naturel. Et on ne rentre pas dans le détail, mais après, les pratiques illicites, vous vous doutez, c'est tout ce qui est vidange, déversement sauvage, et autres éléments non civiques qui rajoutent en fait à cette pollution diffuse. Vous retrouvez ces éléments, je crois que c'est important, c'est dans le cahier technique de mon réseau d'eau qui sera disponible. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Tous ces petits éléments sont synthétisés dans le carnet et vraiment dans l'objectif de faire une compréhension la plus simple possible sur ce que sont les entrants. Voilà, sans m'étendre plus davantage les sources de polluants. Hugues, est-ce que tu vois des choses à rajouter ? Non, on va passer justement sur un peu plus de détails et cibler les polluants voilà, avec ce slide-là. En fait, on s'aperçoit qu'effectivement, on parle beaucoup d'hydrocarbures. Aujourd'hui, on va revenir tout à l'heure dessus sur le rôle des séparateurs hydrocarbures et sur la pollution en tant que telle. Mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres polluants, et en particulier les matières en suspension, les fameux MES, qu'on retrouve un peu partout, même dans les réseaux séparatifs. Alors forcément, par rapport à l'unitaire, il y a un abattement énorme, surtout en DBO, DCO, mais les MES sont toujours là. Donc, quand on cible aujourd'hui, quand je parle avec les collectivités de pollution, ils me disent séparateur hydrocarbures. Là, on va voir que finalement, il y a d'autres cibles qui sont tout autant préjudiciables. Un élément éventuellement, c'est de rappeler qu'on a 3 grandes familles de polluants. On a vu dans la présentation, enfin la slide d'avant, quels sont les entrants. Et maintenant, sur la partie caractérisation des polluants, comme le disait Hugues, on a les matières en suspension, qui est un polluant à proprement parler, et surtout qui est un vecteur de pollution extrêmement intéressant, sans faire de cours de chimie, sur ces particules très fines. On va travailler de l'ordre de grandeur d'un cheveu, le diamètre médian à 100-150 microns, et les tailles de particules, c'est une valeur à retenir, MES s'inscrivent entre 50 et 200 microns. Et plus elles sont fines, donc dans ces ordres de grandeur, de l'ordre d'un cheveu, plus elles vont finalement récupérer par des interactions électrochimiques, des interactions de Van der Waals, pour ne pas les citer, des métaux lourds, des hydrocarbures et autre chose. Aujourd'hui, on sait que l'intérêt de la MES, c'est déjà de la capter en tant que polluant, prévenir le colmatage entre autres, mais surtout récupérer d'autres polluants associés. Et dans la grande famille des polluants, donc on a cette MES qui est extrêmement intéressante, mais on a évidemment à l'échelle beaucoup plus grosse tout ce qui est macro-déchets. Les macro-déchets, c'est ce qu'on voit, c'est la pollution visible. Alors elle est embêtante, mais c'est la plus dérangeante, mais c'est pas la plus toxique. Et ensuite, on a le détail avec les MES, les micropolluants inorganiques qui vont être associés. Pas uniquement. Donc le plomb, le zinc, le cuivre, le cadmium, essentiellement des métaux lourds qui se dissolvent dans l'eau, mais qui se fixent sur les MES, et une famille de micropolluants organiques qui, eux, sont, on va dire, pour simplifier, de la chimie, c'est les hydrocarbures, les engrais ou autres éléments chimiques. Je n'ai plus d'autres éléments en tête, mais voilà. Et surtout, ce tableau, qu'est-ce que ça montre ? Bon, on a 3 grandes typologies de zones urbaines. Donc, une zone résidentielle et commerciale.
sur laquelle il n'y a pas forcément énormément de trafic, mais on voit que les quantités de MES, alors ce sont des valeurs guides, ça veut dire que chaque site est particulier, mais ce que cela montre, c'est que globalement, on a quand même une présence de MES, qu'on soit en lotissement ou à côté d'une autoroute. Alors il y en a un peu plus sur l'autoroute, pas autant que sur le lotissement. Le pluvial unitaire, donc c'est du mixte, ce sont des eaux pluviales mélangées avec des eaux usées, les eaux usées de temps sec. Là, on a plus de matière en suspension parce que c'est de l'organique, c'est un peu un biais. Mais surtout, on voit que finalement, même les eaux de route, de résidentiel et commercial, l'autoroute, on s'en doutait qu'en raison du trafic, il pouvait y avoir beaucoup de pollution. On voit qu'en résidentiel et commercial, il y en a quand même. Alors, à des concentrations assez faibles, on est sur des milligrammes, mais qui peuvent parfois dépasser les seuils réglementaires. Et surtout, ce que je répétais, ce sont des pollutions chroniques. Ça veut dire qu'elles viennent s'installer, se déposer et rester quelque part dans le milieu naturel ou le sol si on ne l'intercepte pas. Donc voilà pour cette vue d'ensemble, encore une fois, qui n'est pas qui est une vue. Il ne faut pas prendre les valeurs au pied de la lettre. Alors, Hugues et Julien, juste avant que vous passiez sur ce cadrage réglementaire, juste vous préciser que donc, vous en êtes à 10 minutes d'intervention. D'accord. Ok. Donc, après, on a un millefeuille législatif. Ce qui revient souvent dans les discussions, c'est en fait, les gens sont perdus dans cette jungle de lois, de normes, et ne savent pas forcément quoi faire. Aujourd'hui, ce qui revient à la bouche de la plupart des interlocuteurs, c'est moi, je mets un séparateur hydrocarbures, donc je dépollue. On va voir que c'est pas aussi simple que ça. Et on va voir que la France a pris des engagements vis-à-vis de l'Europe de dépolluer. Donc, on sait que voilà, il y a la loi sur l'eau depuis quelques années, depuis 2006, qui nous oblige à traiter efficacement la pollution. Mais la France est engagée auprès de l'Europe pour 2027 à avoir un bon état écologique des cours d'eau. Et ça impose certaines obligations. Et on sait que avec la loi NOTRe, c'est les agglomérations qui ont récupéré cette activité. Et donc, ça veut dire qu'ils se posent des questions. C'est un service qui est neuf encore dans les collectivités. Donc, c'est normal qu'on les accompagne. Et c'est souvent associé à la GEMAPI. Donc, ça, c'est un peu le contexte législatif. Et puis derrière, il y a tout un millefeuille. Il y a la DCE, ça c'est la partie européenne. Donc là, Julien, si tu veux dire 2-3 mots Oui, dessus. pour résumer, les eaux pluviales, c'est un domaine assez récent puisque c'est la loi sur l'eau, enfin déjà depuis 92, mais on va dire en 2006, qui a vraiment acté ces éléments de bon état écologique de l'eau. Donc il faut éviter de polluer, je résume très simplement. Cette loi européenne est la norme chapeau, ça veut dire qu'elle est supranationale et il a fallu la transcrire donc en loi française. Je vais pas refaire, il y a plein d'intervenants qui, je pense, sont spécialisés sur le domaine. Dans le milieu public, vous connaissez, en fait, cette directive générale doit pouvoir être appliquée à l'échelon local. Et donc, pour ça, vous retrouvez cet exemple, où vous retrouvez au sommet la directive cadre sur l'eau, donc les grandes lignes, la loi sur l'eau, les milieux aquatiques, donc la transformation en loi nationale, et ensuite, par département de compétences, on a des agences, des bassins, on a des grands bassins versants en France, des agences de l'eau notamment, on a découpé à l'échelle régionale puis locale de manière à avoir des outils opérationnels qui vont se décliner dans les schémas d'aménagement de gestion de l'eau et les contrats de bassin, voire les zonages à une échelle encore plus petite pour savoir ce que l'on fait. Et ça, c'est donc en fonction du regroupement et des compétences, la loi de NOTRe ayant transféré aux EPCI, aux intercommunalités, cette compétence. Donc, juste pour résumer, un millefeuille administratif, beaucoup de couches, des choses très récentes, et globalement, un domaine encore mal maîtrisé, j'ai envie de dire. Et je fais le lien avec Hugues. Tout à fait. Quand on parle de la politique de l'autruche, en fait, ça mérite un peu une explication. Effectivement, on constate que souvent, il y a des appareils qui sont mis, mais à mauvais escient. Le séparateur hydrocarbures, c'est souvent un appareil administratif
qui est mis, histoire de dire je traite les eaux et je fais bien, mais il n'a pas forcément d'efficacité sur les pollutions qu'on cible. On voit souvent aussi des noues qui sont mises dans une stratégie d'avoir de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc les noues, elles sont super. Mais en fait, ce n'est pas la solution miracle. En fait, c'est une boîte à outils. Il faut prendre dans cette boîte à outils tous les éléments. On s'aperçoit aujourd'hui que malheureusement, 40% des cours d'eau européens seulement atteignent une bonne qualité écologique et 38 un bon état chimique. Ça veut dire que le travail il est encore important. Et il faut que les collectivités aient bien conscience des polluants à capter et à dépolluer. Pour résumer l'historique, on est parti depuis la reconstruction des villes nouvelles, je ne vais pas remonter au Moyen-Âge, mais il a fallu urbaniser très vite pour reconstruire. On a créé des grandes surfaces, on a créé des nouveaux réseaux. On s'est rendu compte très rapidement qu'on polluait les milieux naturels, les rivières moussées dans les années 60. Donc il a fallu construire toute la vague de stations d'épuration. Donc il y a une logique, on part de quand même un historique. Et finalement, aujourd'hui, donc on voit que ces valeurs de bonne atteinte écologique selon des paramètres ne sont pas respectées et on est monté en puissance, notamment maintenant, depuis une quinzaine d'années, en poussant sur le pluvial, la déconnexion pour limiter les volumes et surtout les débordements des réseaux. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ces eaux pluviales étaient également un vecteur de contamination. Et finalement, tout ça, comme c'est assez récent, il y a des grandes questions à se poser. Tout à l'heure, Christian Jacob et Lionel Monfron, pour le CERIB, parlaient du domaine patrimonial. Oui, je t'en prie, si tu vas aller sur les éléments Non, en fait, c'est patrimoniaux vrai pour qu'on classifier. on peut classifier en trois parties les infrastructures. Bon, il y en a qui sont très anciennes et qui marchent très bien d'un point de vue au moins dimensionnement. Par contre, elles déchargent des eaux de ruissellement polluées dans le milieu naturel. Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans beaucoup d'agglomérations. On a aussi tout ce qui est patrimonial. J'ai mis obsolète et sous-dimensionné parce que avec l'extension des agglomérations, les réseaux sont devenus trop petits. Donc cela, il faut les refaire. Et ça coûte forcément très très cher. Et puis il y a tous les nouveaux aménagements avec la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc là, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'infiltration. Et est-ce qu'on peut infiltrer toutes les eaux de ruissellement? C'est pas forcément sûr. Donc là, en fait, là, qu'on fait un petit constat, justement, quand on parlait de la politique de l'autruche, bon, là, il y a quelques photos qui montrent à gauche, par exemple, une noue. On voit la pollution qui se déverse dans la noue. Quand j'entends que les polluants sont biodégradables et la noue, justement, absorbe cette pollution, c'est vrai pour certains polluants, c'est faux pour tout ce qui est métaux, par exemple, c'est faux pour tout ce qui est pneus. Et en fait, on peut avoir une accumulation de polluants dans ces noues qui demandera à terme un entretien qui sera très lourd. Et là, on le constate, par exemple, sur les images du milieu, où on a une bouche d'avaloir qui a été curée. Et ça se retrouve directement après dans les cours d'eau si ce n'est pas capté par des systèmes efficaces. On a un parking de supermarché où on voit après un bon orage, il a été lessivé et toute cette boue noire, c'est tout simplement de la pollution et particulièrement tout ce qui est MES. Et là, on voit un peu moins sur la droite, mais il y a aussi tout ce qui est macrodéchets. Une noue, c'est aussi une niche à papier, à tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que la réalité, elle est très, très loin des objectifs et que naturellement, en mettant avec des astuces, on a des solutions d'accompagnement et de faire les choses bien et sans dépenser forcément trop d'argent. Un élément que je souhaitais rajouter rapidement, c'était surtout qu'une des grandes fonctions, alors les nous sont un outil intéressant dans la boîte à outils, mais il ne faut pas oublier qu'on commence toujours par l'approche quantitative, c'est-à-dire gestion des volumes et du risque inondation, et souvent on oublie d'intégrer la partie pré-traitement. Alors
pour la pollution, mais tout simplement aussi à cause de l'entretien. Et typiquement, ce qu'on voit sur ces images, c'est qu'on a d'abord cherché à faire une gestion volumique, sans prendre en compte qu'on pouvait avoir des apports d'entrants. Et surtout, il ne faut pas opposer les éléments, hein, c'est un peu l'ouverture. Ce qu'on va essayer de proposer, c'est qu'il faut décloisonner un peu les techniques et surtout laisser la place à chaque solution dans son rang d'efficacité. Justement, en parlant de solutions, comme ce sont des domaines très récents, on a quand même un état de l'art, un état scientifique qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Alors, on va vous présenter ici rapidement sur CEPANOU, ce sont des organismes externes, des éléments, notamment des choses importantes que rappelait Hugues, le séparateur hydrocarbure. Alors, le séparateur hydrocarbure n'est pas un mauvais produit, il a fait son office il y a une vingtaine d'années, mais finalement, parce que c'est la réalité de la pollution de ce qui se véhicule dans les eaux pluviales. Pourquoi? Parce que même en milieu autoroutier, on ne retrouve pas les 5 mg en entrée, donc de l'appareil, donc ça ne sert à rien de traiter à 5 mg si vous n'avez pas 5 mg. Et bien au contraire, on s'est rendu compte que c'est surtout les MES et les vecteurs de pollution qui sont vraiment le véhicule prioritaire à intercepter, qui sont vraiment les éléments à capter. Donc ces éléments, alors ils sont externes, hein, c'est le GRE, hein, qui est le groupe de recherche, animation technique et information sur l'eau qui travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine, le CETRA, qui est l'organisme études et transports des routes et aménagements, qui ont suivi les ouvrages. Et en fait, pour résumer, le séparateur, c'est pas un mauvais produit, mais il n'est pas adapté. Et sa fonction, on le rappelle dans la norme qui va sortir, c'est la station-service. C'est là où vous avez suffisamment d'hydrocarbures. Sinon, aujourd'hui, comme on l'a vu, il y a beaucoup de ces matières noires hein, qu'on voyait avant dans la bouche à houblon, c'est typiquement du noir les éléments qu'on retrouve en voirie. Et dans ces éléments-là, on retrouve vraiment sous forme particulière, c'est-à-dire des choses décantables, les matières en suspension, qui sont comprises donc à moins de 200 microns, on peut capter 80 à 90% de la pollution. Donc des paramètres réglementaires qui sont demandés dans les dossiers d'instruction, etc. Rien qu'avec la décantation. La décantation, alors, je suis générique, hein, la décantation est vraiment le process de traitement le plus adapté pour aller vraiment épurer les eaux de ruissellement, notamment de voirie, et pouvoir les infiltrer sans problématique de colmatage ni d'entretien. Ouais, tout à l'heure, j'ai entendu des allusions au Memento technique de 2017 qui est sorti Oui, à Polytech. Effectivement, juste. aujourd'hui, ça devient un peu la Bible des maîtres d'ouvrage. Et dans ce Memento, il est bien écrit noir sur blanc que le séparateur hydrocarbure, sa place, c'est sur les aires de distribution de carburant. Partout ailleurs, on va travailler avec la décantation. Voilà. Et là, c'est un gros changement de mentalité qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des séparateurs hydrocarbures qui sont mis un peu à droite à gauche, en fait, c'est sans doute pour se rassurer ou c'est sans doute parce que les gens ont l'habitude de mettre ce genre d'appareil en place. Mais on sait que la pollution étant déjà inférieure à 5 mg par litre en hydrocarbures, le séparateur d'hydrocarbures ne servira strictement à rien, si ce n'est à concentrer des hydrocarbures et les relarguer par manque d'entretien et lors des épisodes pluviaux importants, et de créer une macropollution qui, elle, va être préjudiciable à l'environnement. Donc, l'AST insiste bien là-dessus. On veut de la décantation et ce qu'on veut, c'est choper tout ce qui est matière en suspension. Exactement. Alors, matière en suspension, mais qui doivent être couplées, alors soit avec un rejet au milieu naturel. L'idée de ces deux petites présentations virtuelles, c'est vraiment l'idée de ne pas opposer les choses. Il existe maintenant une ribambelle de solutions, notamment pour la gestion des volumes, que ce soit les différents types de matériaux, qu'ils soient synthétiques, en structure alvéolaire ou granulaire, ou en éléments béton, cadre béton. Il faut de toute façon gérer un volume pour éviter le risque d'inondation. Mais la meilleure des solutions est aussi de prévoir un traitement en amont, puisque le volume va générer la plus grosse partie de décantation, et à terme, vous risquez d'avoir une perte d'efficacité, on va dire, de la structure chargée du volume, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est capable de faire des bassins de tamponnement, mais d'infiltration, de manière à réinfiltrer, encore une fois, dans cette optique de travailler
à la parcelle de pouvoir injecter les eaux d'une voirie qu'on traite sur une certaine surface et qu'on va pouvoir injecter dans des points localisés, tout simplement pour réintroduire l'eau au plus près de son point de chute et de prévenir aussi des problématiques de maintenance et d'entretien parce que ces structures, les réseaux en moyenne, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on prévoit une durée de vie de 50 ans. Et sur 50 ans, la durée de vie des ouvrages, finalement, ce qui est le plus coûteux, c'est les mauvaises conceptions, mais aussi les problèmes d'entretien. Parce que si vous devez faire un entretien annuel, 50 passages, il vaut mieux anticiper, avoir des éléments faciles à entretenir et pérennes dans le temps, que ce soit en îlot décentralisé ou alors avec une gestion pour le rejet direct au milieu naturel, ce qui se fait de plus en plus. À noter pour les tenants des éléments qu'on n'est pas obligé de canaliser sur les illustrations, c'est plus simple, mais on peut très bien imaginer avoir une récolte en surface à l'aide de caniveaux ou d'autres éléments qui vont convoyer les eaux, mais il faudra quand même passer, si vous voulez, la grande chaîne, c'est collecter, traiter, stocker, réguler. Et ou infiltrer, mais tous ces éléments sont possibles. D'ailleurs, on vous propose quelques illustrations. Je te laisse commenter, Hugues, puisque ça, c'est de la boîte à outils. Donc là, concrètement, on a pris dans la bibliothèque de Strada là, quelques photos, mais pour montrer un peu l'ensemble de la solution, on a en premier plan un décanteur et derrière un bassin d'infiltration donc fait en structure alvéolaire légère. Le gros avantage de la solution, de la combinaison des autres, c'est que toute la pollution, macrodéchets, hydrocarbures, s'il y a un relargage par accident, va rester à l'intérieur du décan et va envoyer de l'eau dépolluée dans un bassin qui va devenir, au lieu d'être un bassin de stockage, un bassin d'infiltration directement. Et tous les éléments éventuellement colmatants vont être stockés dans l'appareil qui est en amont. Donc moi, je vous invite à réfléchir sur cette chaîne, ne plus mettre les appareils de stockage en aval des appareils de stockage, mais en amont, et l'entretien se fera beaucoup plus facilement. Il y aura juste le décanteur à nettoyer. Le bassin, lui, il aura de l'eau propre à l'intérieur, prête à infiltrer. Sur l'image du milieu, c'est une photo qui a été prise à Colmar, où là, on est vraiment sur un axe de voirie importante. On récupère toutes les eaux des bouches d'égout à proximité. Et derrière le décanteur, on a des puisards d'infiltration. Ça veut dire que là, on a vraiment une chaîne très très courte, collecte, dépollution, infiltration, et tout ça sur quelques mètres, ce qui permet d'alléger les réseaux d'assainissement déjà existants. Et enfin, sur la droite, on a un rejet dans le milieu naturel. Donc, il y a un décanteur qui est placé, qui collecte toutes les eaux d'une place assez circulée du côté d'Arcachon. On dépollue et on envoie directement les eaux dans le bassin d'Arcachon. Donc, voilà, de l'eau propre. On peut imaginer très bien avoir une houe derrière ce décanteur également. Mais on arrive toujours à avoir une chaîne de solutions qui est très vertueuse en fait. Juste un élément, si tu permets, pour expliquer qu'on a deux cas de figure ici. Donc sur les figures de gauche, c'est du nouveau, c'est de l'installation de nouveaux réseaux par rapport à la discussion sur les patrimoniales. Donc là, le séparatif a été conçu, on est sur un lotissement de grande taille avec les bassins vont même faire des rejets dans les noues, mais c'est fragmenté. Le milieu à Colmar, c'est du curatif, donc sur de l'existant, du séparatif. Et le troisième sur le bassin d'Arcachon, c'est la mise en place d'un séparatif. Donc par rapport à ce qu'on disait avant, on a vraiment ici quasiment une illustration des solutions pour chacun des cas de figure dans le cas où on a un patrimonial qui pose problème comme Arcachon, un patrimonial déjà en séparatif, on cherche à déconnecter, et de l'extension 9. Et quelque part, ces ouvrages, ça nous fait le lien puisque c'est la question de l'entretien. On a parlé de la pollution, on a parlé du colmatage, et c'est très important, notamment dans la notion de durée de vie attendue des ouvrages, puisque ça va avoir un coût pour les collectivités, et plus c'est pensé en amont de manière intelligente, fragmentée, donc une étape avec des choses faciles pour traiter en amont, comme ça on n'a pas à nettoyer une structure de 300, 400, 500 mètres cubes ou autre, c'est des économies extrêmement importantes
pour toute la durée. Voilà, c'est ce que je disais, je me suis un peu devancé. Mais il n'y a pas que ça. Hugues, on peut peut-être parler de l'intérêt de ce qui est proposé avec l'enveloppe sur les éléments béton. Oui, donc ce qu'il y a à prendre en compte quand on parle de durée de vie d'une solution, c'est effectivement la structure même du matériau qui doit être adaptée à la poussée des terres, à la présence ou non de nappes phréatiques, la présence, enfin si le matériau est sujet à la corrosion. On a aussi besoin d'avoir des matériaux qui soient recyclables, naturels et écologiques et qui préservent les ressources naturelles. Donc, le cycle de recyclage du matériau doit être aussi pris en compte dans le choix de la solution. Ça fait le lien sur la durée de vie. Donc, la conception aussi de l'entretien dans la conception des ouvrages ou du système ou des dispositifs est extrêmement importante, puisque il vaut mieux privilégier les solutions simples dans lesquelles vous n'avez pas à descendre dedans avec des équipements. Vous avez une illustration, c'est un milieu confiné avec des choses, voilà, c'est presque industriel, le fait de descendre dans les appareils. Donc aujourd'hui, on va de plus en plus vers un entretien simple et facile, par exemple depuis la surface. Comme vous pouvez le voir, là, c'est un décanteur hydrodynamique qui permet de récupérer en fait les flottants et les MES depuis la surface avec un simple camion d'hydrocurage. Pourquoi? Parce que donc ce qu'on vous disait avant, on vous a montré les chiffres, on vous a montré des éléments. Les MES, quand on dit qu'il y a des apports, alors le but n'est pas de montrer des choses tragiques, mais c'est tout stockage d'eau, tout élément, même les noues ou les bassins enterrés, reçoivent des entrants de matière, des MES, des boues, etc., avec des polluants. Et donc, l'entretien, même si c'est une noue ou un fossé, il y a nécessité de faire un entretien pour garantir, en fait, ne serait-ce que ça continue à s'infiltrer et d'éviter l'accumulation des polluants. Et c'est finalement les nouvelles technologies à intégrer dans le train permettent finalement de reporter et de réduire la problématique d'entretien de la structure stockage-infiltration. Si on met un élément en amont, on centralise le traitement et c'est autant d'opérations longues et coûteuses qui pourraient être économisées. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on peut installer ce système ou ces systèmes de traitement en amont, j'insiste vraiment en amont, et non pas à l'aval, puisque c'est compatible avec tout élément après, que ce soit un bassin enterré, de la grave, des structures béton, homogènes, ou une noue, parce qu'une noue a une capacité épuratoire, mais surtout sur le dissous. Il y a des discussions en ce moment, et aujourd'hui, une noue ne transforme pas les résidus de pneumatiques, jusqu'à preuve du contraire. Alors, juste, messieurs, excusez-moi, j'ai vu un message, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc il nous reste peu de temps, j'ai vu 5 minutes, donc on va prendre quand même un peu plus de temps pour finir cet atelier puisqu'on a on a débuté en retard, donc on peut se dire à 50, 55, comme ça on garde un peu de temps pour faire les échanges avec les participants s'il y a des questions. Pour les participants, c'est le moment de les poser. On gagnera tout à fait, parce que c'était la dernière slide, c'était pour ouvrir sur des questions. Parfait. Parfait, messieurs. Alors, eh bien, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est via l'outil Converser que vous allez pouvoir les poser. Donc, c'est en bas au milieu de votre écran. Vous avez donc participants, Converser. Donc, vous cliquez dessus, vous envoyez un message, vérifiez que le message est bien parti à tout le monde ou à Marie ou à moi, si vous le souhaitez. Voilà, mais pas en individuel quelqu'un d'autre, sinon on ne l'aura pas. Alors, en attendant que les questions arrivent, moi, je vais quand même revenir sur… donc, vous avez parlé de contamination par donc des cours d'eau, par l'eau usée, par le pluvial, de déclassement de cours d'eau. Est-ce que vous avez peut-être en tête la part du pluvial liée à ces déclassements de cours d'eau?
C'est une excellente question. Alors, aujourd'hui, on va dire, pour simplifier la part du pluvial, maintenant, on a commencé dans les eaux usées à recaler les déversoirs d'orage, donc des pièces d'équipement, mais depuis le départ, c'est l'eau pluviale. Alors d'abord, en tant qu'apport, à proprement parler, qui faisait déborder les réseaux et qui provoquait des chocs de pollution. Les eaux usées débordent parce qu'il y a trop de pluie et on se retrouve avec des concentrations biologiques qui font mourir les poissons, ce qu'on a déjà tous vu dans les images. Petit à petit, en fait, on s'est rendu compte finalement, en rejetant directement ces eaux pluviales, je ne sais pas si vous parliez, Christophe, on ne vous a pas entendu. Et pour résumer, donc le pluvial. Ah, pardon, excusez-moi. Et donc, le pluvial séparatif, lui, quand il va ruisseler sur les surfaces urbaines, il va vraiment se charger donc, de toutes ces poussières, ces polluants, ces petits éléments. Et aujourd'hui, c'est le principal vecteur. Une fois qu'on a éliminé les débordements de réseaux d'eau usée, c'est le principal vecteur de pollution, aujourd'hui, des masses d'eau. Or, déversement accidentel de produits chimiques, c'est vraiment le pluvial, le principal véhicule depuis longtemps. Je pense que Hugues avait aussi des éléments qu'il souhaitait rajouter. Non, tu as tout dit. Merci beaucoup pour ces compléments. J'ai donc deux questions. La première d'Anne-Christine qui vous demande, alors, capter les MES, oui, mais quel est le principe de fonctionnement pour récupérer les métaux lourds, par exemple? Alors, concrètement, vas-y. On s'aperçoit que les métaux lourds s'agglomèrent avec les MES. En fait, les MES agglomèrent beaucoup de polluants associés. Et ce qui fait que juste par décantation, il est relativement facile de capter les MES. Et donc, en captant les MES, on capte beaucoup de pollutions associées, comme les métaux lourds et tout ça. Merci Hugues. Alors, je reviens justement sur cette question des MES qui captent non pas seulement les hydrocarbures, mais donc les hydrocarbures sont piégés par les MES qui tombent gravitairement dans un décanteur. C'est le principe que vous avez présenté. Mais on sait en parallèle que les hydrocarbures sont dégradés par les UV, facilement dégradés par les UV. Alors justement, qu'en est-il peut-être de la position de l'AST? Vous avez participé au groupe de travail pour le traitement post-décanteur de ces hydrocarbures. Alors, c'est une très bonne et très grande question, puisque d'abord, il n'y a pas un hydrocarbure, mais des familles d'hydrocarbures. Si vous vous souvenez des différents éléments, et tous les hydrocarbures vont se fixer de manière différente. L'exemple le plus simple, c'est en station de service, quand vous avez une fuite, vous avez cette espèce de petite poudre absorbante. La MES, elle va marcher pareil. Elle va en récupérer, ça s'agglomère. Il y a vraiment beaucoup d'hydrocarbures qui viennent se mettre dans la porosité de ces MES. Ensuite, la dégradation de ces hydrocarbures, il y a beaucoup de travaux en cours en ce moment pour savoir est-ce que c'est l'oxydation, photo-oxydation, les UV ou la lumière du soleil, quelle est la part dans le sol. Il peut y avoir des réactions oxydoréduction, bactéries. La vraie question, c'est de savoir quels sont les apports en entrant, parce que c'est des choses très irrégulières, et surtout quelle efficacité. Puisque quelque part, on annonce des choses, on annonce des polluants. La vraie question, c'est d'arriver avant toute chose à mettre en place, déjà définir, c'est un peu l'objet de la norme, là je fais un peu de promo pour la norme, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la pollution, qu'est-ce que c'est que la pollution, fixée avec des paramètres précis. Une fois qu'on a ces paramètres, c'est l'enjeu de cette norme aussi, c'est d'arriver à dire, on a X, Y, Z appareils, comment on va les tester, et sur quoi on va les tester pour savoir quel rendement. On peut imaginer, alors moi je suis biologiste aussi de formation, donc moi ça me va bien d'imaginer une partie de décantabilité où on va récupérer par décantation les MES et les polluants associés, et on peut imaginer nous en deuxième étage de compartiment qui, elle, va être capable d'oxyder avec les bonnes planches peut-être, ou le fait que ce soit une surface sous le soleil bêtement, et de pouvoir quantifier, mais aujourd'hui c'est un peu la boîte noire parce que c'est très récent. Alors, je fais une longue ellipse pour dire qu'on ne savait pas grand-chose, mais quantifier, formaliser, tester et expérimenter en décloisonnant. Je pense qu'on a beaucoup d'expérience dans les autres pays, USA, Canada, Angleterre, Allemagne, où justement, en combinant les solutions, on a de très bons résultats. Merci. Dernière question. Je vois que Anne s'est connectée. Alors, peut-être que c'est un signe. Donc, on va traiter quand même cette question de Laurent Coty qui vous demande
à qui appartient la responsabilité de l'entretien des équipements? Bah, c'est aux collectivités, hein, qui les récupèrent après l'installation. Donc en fait, elles vont devoir gérer ce patrimoine du début jusqu'à la fin de vie de l'appareil et le remplacer éventuellement et faire la maintenance dès qu'il y aura lieu de le faire. Donc c'est Voilà, on peut l'agglomération peut-être même fournisseur. élargir au maître d'ouvrage, Mm. puisqu'il y a peut-être, vous avez peut-être des clients autres que les collectivités, des industriels, des AC. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, Tout à fait. Il Donc y a la c'est partie donc au propriétaire de la parcelle. Alors voilà, en milieu privé, on va dire, c'est un propriétaire privé, donc une entreprise, une industrie, par exemple, va devoir gérer jusqu'à ce qu'il y ait rétrocession du projet, donc c'est à lui de gérer les équipements. Dans le cadre où c'est la voirie, donc qui dépend des collectivités et autres, ben là c'est la compétence, donc soit de l'interco, soit du délégataire de réseau en fonction s'il y a une régie ou pas, qui va pouvoir mettre en place tout simplement son programme pluriannuel d'entretien des réseaux classiques et juste bien penser à référencer ces éléments. Donc il y a une durée limitée dans le temps, c'est le domaine privé, hein, avant rétrocession, si rétrocession est bien, sinon c'est toujours à l'exploitant du terrain, on va dire, industriel, et sinon après, ben, c'est voilà, collectivité, délégataire de réseau. Bien, peut-être encore dernière question. Quel budget général annexe? Je sais que Anne va lancer le compte à rebours. alors concrètement, le budget entretien est beaucoup plus important que le budget mise en œuvre. Donc ça, c'est à prendre en compte dans les calculs et c'est pas forcément ce qui est fait. En fait, l'entretien d'un appareil, moi j'ai eu des retours d'expérience où sur des bassins d'infiltration, il fallait décanter, enfin décaper 30 centimètres de végétal pour les envoyer après en décharge. C'est des solutions qui coûtent très très cher. Alors là, c'est plutôt, voilà, je pense que la question de Laurent était donc sur quelle Ouais, ligne hein, de la collectivité. exact. Et ben, en fait, c'est tout le débat de la loi NOTRe, puisque justement, le pluvial a toujours été le parent pauvre, hein. En France, l'eau paye l'eau, donc c'est notre facture d'eau paye l'eau, la redevance. Je vous expliquerai pas, je pense qu'il y a suffisamment, Idealco a suffisamment expliqué ces choses-là. Et c'est justement de faire rentrer dans le budget, il me semble, général, mais sous condition de la compétence, pour pouvoir faire les investissements et aussi fonctionnement et budget de fonctionnement de ces éléments. Donc, bah, c'est tout l'enjeu du débat qu'est le nôtre. Merci. 50 secondes, il nous reste un grand merci à tous les deux, Hugues et Julien, pour cette présentation. Pour Laurent, si vous êtes encore en ligne, eh bien, moi, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur idealco.fr. Vous avez effectivement pas mal de ressources sur ce sujet et notamment des ressources donc, que l'on a pu co-organiser avec le cabinet Lando et associés ou le cabinet Calia Conseil, donc spécialiste du budget, des finances publiques, donc finances des collectivités. Merci encore. Vous allez être dans 10 secondes rapatriés dans la salle d'attente. À tout de suite. Merci.